Ah bah nous voilà déjà à la 3e édition de l'entrevue, les escaliers théoriques. Audrey Rochette, chorégraphe, hein? Ouais, chorégraphe entre autres, ouais. Chorégraphe entre autres. C'est peut-être plus sur les aspects, non pas simplement théoriques, mais de ce qui motive ta pensée, de ce qui met ta pensée en mouvement, et comment ensuite la pensée peut être transformée elle-même en mouvement, qu'on va essayer d'aborder ensemble aujourd'hui. Alors, il y a une petite blague que l'on fait à chaque fois, parce que nous sommes accompagnés de Rodolphe Bourrat, c'est d'essayer de fixer un point de départ, finalement, en lien avec l'actualité de l'art. C'est-à-dire, ça pourrait être la danse contemporaine dans ton cas, on a traité d'art contemporain, on a traité de musique contemporaine. C'est-à-dire d'avoir le regard d'une praticienne, d'une conceptrice, d'aujourd'hui, et de voir c'est quoi son ressenti sur l'actualité, et ces actualités qui parfois sont sujettes à être, le terme colonisé me vient bien qu'il soit un peu fort, par des idées peut-être rigides, parfois des acquis, parfois des situations même d'avantage de position en fait, comme alors tout simplement Audrey là. Le geste, la danse, la musique, et principalement la danse aujourd'hui dans le contemporain. C'est quoi ton ressenti par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Ouais, ben c'est multiple, c'est sûr que c'est multiple. On dirait que c'est toujours des balanciers, c'est toujours des balanciers de courant si on veut. Je vais parler d'un point de vue situé, mais j'ai l'impression que ce qui se passe plutôt dans mon milieu, là d'où je viens, il y a une forme de retour d'un culte de la virtuosité, puis peut-être aussi des enjeux plutôt marchands derrière l'œuvre. Donc, ce que je remarque, c'est aussi des œuvres qui sont plus orientées vers le spectacle, si on veut, mais aussi un grand courant de recherche identitaire puis d'affirmation de l'identité séparément. Comme dans une autre branche, j'ai l'impression que c'est ça. C'est incroyable cette notion de virtuosité. Rodolphe, est-ce qu'on ne s'est pas parlé déjà finalement de l'obligation du musicien à s'exécuter? Est-ce qu'on peut faire un lien tout d'un coup entre la musique et la danse à ce sujet? Et le ressenti, parce que j'ai un ressenti aussi, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de courants en musique, en création musicale, où on cherche aussi justement à minimiser un peu cette tendance à la virtuosité dans le travail musical, et où on cherche à se concentrer un peu plus sur sur des choses plus simples voilà. Donc oui, alors qu'est-ce que c'est mon ressenti? C'est peut-être revenir sur le temps que ça prend de faire ces choses-là. C'est l'impression que en fait la virtuosité ça demande plus de temps. Ça demande un temps de travail d'entraînement instrumental, etc. Plus un temps d'écriture qui est un temps d'écriture bien plus grand que celui qu'on peut constater dans différents mouvements aujourd'hui, et qui permet peut-être de contrebalancer cette tendance. Tu as parlé aussi d'une certaine forme de quête identitaire. Y a-t-il des liens à faire entre le corps, sa nature en soi, et la confrontation à ce qu'on lui demande, à ce qu'on exige de lui par rapport à cette recherche de beau? Est-ce qu'on peut dire beau, virtuosité? Est-ce que c'est équivalent? Pour moi, c'est deux aspects. Là. Il y a la recherche de virtuosité, puis il y a toute la question de la quête identitaire, puis aussi l'acceptation d'une pluralité d'identités dans la société. C'est sûr que le corps, c'est le lieu de multiples croisements politiques, sociétaux, individuels. Puis j'ai l'impression que ça brasse beaucoup ces enjeux-là en ce moment dans le milieu de l'art.
est-ce que tu voudrais dire que le corps est en lui-même dans cette forme de brassage? Est-ce que ce mouvement de brassage, est-ce qu'il se matérialise dans la tension musculaire, l'idée qu'on se fait de la chorégraphie? Comment qu'on vit ce brassage-là de l'intérieur? J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est beaucoup une forme d'affirmation et d'acceptation de toute cette pluralité de corps-là et cette pluralité d'identités qui sont inscrites à même le corps-là. Ça peut se manifester de plein de façons selon les pratiques, en fait. Est-ce que tu me permets une question plus personnelle? Est-ce que tu te sens un être multiple? Ah oui, complètement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Diversité de pratiques à même ma pratique. Différentes identités aussi qui se croisent à l'intérieur de moi, différentes entre les milieux d'origine, les milieux fréquentés. Le corps se transforme aussi avec le temps, donc je ne danse plus de la même façon que j'ai dansé auparavant, donc tout ça se transforme, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans cette corrélation-là du milieu à l'individu, c'est qu'en fait on évolue ensemble, on est situé dans un Cet ensemble-là est composé de quel genre d'agents? C'est qui fait partie de cet ensemble-là? Qui sont ces gens avec que tu évolues? Moi, personnellement? Personnellement. Autant des praticiens que des théoriciens et des gens qui mêlent ces pratiques-là, mais aussi des environnements plus quotidiens, des environnements amicaux, familiaux, une situation socio-économique, un contexte politique. Donc c'est tout ça en fait. Puis j'ai l'impression que je vois ça, tout ça, ce multicouche-là, comme une espèce de trame de fond, en fait, qui porte les individus, mais dont les individus peuvent aussi transformer cette toile-là, une espèce d'interdépendance. Alors, écoute, je t'avais préparé un petit peu aux escaliers, assez brièvement, mais si je fais un parallèle avec la manière dont on monte et dont on descend les escaliers, y aurait-tu moyen de repenser finalement notre montée, notre descente des escaliers Comment qu'on pourrait changer toute manière de gravir? Déjà, le rapport à la verticalité, c'est peut-être problématique conceptuellement. C'est sûr que si on avait à faire ce genre de chemin-là, peut-être que ce serait des escaliers qui vont monter, descendre, aller en dessous, passer en dessous de la pelouse, remonter par-dessus. Alors essayons de monter et de descendre ces escaliers. Je t'accompagne. Booking.com vous permet de partir là-bas et n'importe où plus facilement. Je perçois que la notion de jeu est centrale à la pratique. Ah, merci pour cette mise en corps. C'est ce que tu viens de dire. Et le jeu. Tu joues avec les autres? Ah oui, il faut, oui. Mais comment tu joues avec les théoriciens? Ils sont pas trop gris, ils sont pas trop remplis de livres? C'est sûr qu'il y a certaines visions de la théorie qui peuvent être stériles, mais moi j'aime bien m'approprier la matière puis jouer davantage avec certains concepts qui me semblent instinctivement reliés à ce que je fais. Plonger dans des univers, en ressortir, puis faire des espèces de collages. Puis après ça, m'intéresser aux problèmes que mon collage pose. Donc, pour les autres ou? Tu sais,
selon les... voir quelle philosophie ou quelles théories ont plus de difficulté à s'emboîter. Puis là, je vais essayer de démêler ça. Puis parfois, cette même activité-là va m'amener à prendre un autre chemin ou à vraiment persister, à essayer de créer le lien entre ces... Donc tu perçois des théories, des notions où il y a des points de friction, finalement. Oui, parce que c'est ça, je collecte un peu, puis je vais assez instinctivement, je collecte, puis après ça, je fais ma map, là, je travaille beaucoup par carte, par schéma, puis après ça, je vais aller m'intéresser aux points de friction. Est-ce que la carte, Rodolphe, a un intérêt au niveau de ce qu'on avait discuté, les harmonies, le découpage des fréquences en lien aux touches de piano, hein? On se rappelle la fameuse formule 1.059, non? On n'était pas sûr exactement. Où, tu sais, dans le fond, on fait des réductions où on décide de découper des cordes et leur agencement. Alors la carte, est-ce qu'elle est utilisée des fois en musique? Est-ce qu'elle a de l'intérêt? Elle peut avoir plusieurs formes en plus. Elle peut ne pas être forcément liée directement à une inscription dans le temps. Effectivement, ça c'est intéressant aussi. Mais il y a plusieurs choses. Oui, alors c'est quoi la liaison? Quand tu parles de hauteur, c'est le fait de se baser par exemple sur un corpus déterminé de hauteur. Ma première idée, c'était on instrumentise le geste du pianiste en lui imposant finalement une touche qui réduit finalement son champ du possible, où il tombe sur une convention qui est peut-être entre ici et là. C'est l'univers, des possibles. Voilà, donc chaque univers des possibles est différent selon les instruments qu'on utilise et il est différent selon les envies qu'on a. On peut choisir des univers plus ou moins réduits et il n'y a pas de toute façon, ça n'implique pas forcément après un appauvrissement du travail, puisque de toute façon les contraintes, les libertés, tout ça. J'aimerais changer légèrement de sujet et parler de l'évocation, parce que tu as parlé de réception tantôt, tu as parlé de comment on fait spectacle à ma compréhension, et ce qui implique peut-être que ton art se fait devant des gens dans une notion de spectacle. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que parfois est-ce que tu as besoin du spectateur, des spectateurs pour concevoir et réaliser ton travail En processus ou dans son partage? Commençons par le premier point. Quand tu es en plein processus, tout vient des autres et surtout de ça, de ce qui nous entoure aujourd'hui ici, là, le grand public, la vague à l'âme, l'envie de se détendre, l'envie de regarder au loin, l'envie de s'échapper, tout ce qu'on peut souhaiter quand on est tranquille, assis sur l'herbe, au fond, tu sais. Donc le grand public dans ses aspirations, je voudrais dire, quasiment rassurantes. Tu penses à lui aussi. Comment tu penses à ça? Moi, dans ma pratique, je travaille beaucoup en relation avec les gens qui font partie du processus. On a certaines phases, je dirais, où est-ce que on va travailler plutôt en écologie, comme dans un petit laboratoire, là, pour essayer d'approfondir au maximum, puis de chercher, puis de faire des erreurs, puis de recommencer, puis tout ça. C'est sûr que le partage devient essentiel parce que si l'œuvre ne peut pas résonner avec plus grand, je sais, puis je parle vraiment de résonner, là, je parle pas de plaire, mais si l'œuvre ne peut pas résonner avec plus grand, je sais pas ce que je fais en fait, parce que... Comment tu détectes les erreurs? C'est quoi une erreur pour toi alors? Comment tu sais que c'est pas bon? La chose c'est que les erreurs, souvent, je les trouve intéressantes puis je les considère comme des opportunités.
parce que c'est une autre réalité. Tu sais, les erreurs, il y a le chemin que tu penses donner, puis quand les erreurs se manifestent, c'est comme une forme, on dirait, d'agentivité de ton processus lui-même. Tu sais. Fait que quand ça se manifeste, c'est sûr qu'il faut l'écouter. Tu sais. Après, ça dépend. Est-ce que ça ajoute une dimension ou est-ce que ça c'est pas où on le relaie dans un autre plan, cette erreur-là, où on n'en tient pas compte. Un autre plan. Je te propose peut-être de nous élever à cet autre plan et d'aller chercher ce second moment, parfois considéré comme capital, qui est peut-être celui de la diffusion. Comment tu l'as dit? Présentation devant les publics, ou comment tu t'exprimes? C'est quoi pour toi ce rituel-là du spectacle en tant que tel? Pour moi, c'est un partage. Après, dans la forme que ça prend dans ma pratique, c'est plutôt des installations performatives. C'est des espèces de... des objets hybrides entre une forme de spectacle ou une forme de performance. J'ai de la difficulté avec le spectacle, mais que, en fait, l'œuvre se déroule en processus. Donc, c'est vraiment... c'est une évolution qui n'est jamais figée. Donc, on crée de l'émergence devant le public, en fait. Donc, c'est une espèce de... Finalement, ceux qui regardent, ceux qui assistent font partie de l'œuvre parce qu'ils assistent aussi à l'émergence et leur présence contribue à l'émergence, à d'autres émergences. Bien, on va aller s'asseoir sur le banc de la démocratie. Ok. Et je voudrais t'interroger sur le lien entre l'anarchie, la démocratie et le spectacle. L'anarchie, la démocratie et le spectacle. Mais j'ai l'impression que je pense que là où j'ai un problème avec le spectacle, c'est dans l'idée de diriger le regard du spectateur. C'est-à-dire de lui montrer là où il faut qu'il regarde, puis lui dire quoi apprécier de l'œuvre finalement. Donc peut-être le parallèle que je ferais avec une forme d'anarchie ou de démocratie, qui sont pas la même chose, mais c'est de donner au spectateur, si on veut, le pouvoir, la liberté de regarder puis d'apprécier ce qu'il veut. Donc, je fais des espèces de... C'est pas des fresques, mais c'est des écosystèmes très multiples. Ouais, c'est ça. De vraiment redonner le pouvoir d'appréciation et le pouvoir d'interprétation et de compréhension au regardant et à la regardante. Écoute, permets-moi de te taquiner gentiment en essayant de pousser davantage plus loin sur le regardant, le regardeur, qui est une notion qui vient des arts visuels, qui est propre dans le fond justement à toutes ces écoles, Venise, Lacan, etc. Alors que là on parle de corps, est-ce qu'on ne parle pas davantage de proprioception? Est-ce que c'est une dimension que tu exiges du public D'être en mouvement? Oui, exactement. Ben, je l'invite à bouger, ça c'est sûr. L'œuvre est à 360. Puis jusqu'à présent, on n'a pas eu assez d'espace pour permettre au public de circuler. Il est toujours bienvenu à le faire, mais bon, on n'a pas les conditions pour l'inviter à le faire pour l'instant. Mais dans la version plus... quand ça va se cristalliser davantage, là oui, on va mettre en place. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est un espace public qui peut habiter cet espace-là, donc des places, des endroits plus cosy, où est-ce qu'il peut regarder l'œuvre dans la longueur, en fait. Puis, je suis d'accord, quand tu dis regardant, c'est vrai que c'est absolument pas un bon terme dans ma pratique, puis dans ce que je vais prôner, parce que ça invisibilise les autres sens aussi avec lesquels le spectateur va percevoir. T'sais. Je pense que de trouver un terme peut-être plus kinesthésique ou qui témoigne de cette intersensorialité-là qui est à l'œuvre quand on perçoit une œuvre. Ah, c'est intéressant, on aura hâte de trouver le thème que tu vas inventer. Dis-moi Rodolphe, ton fond, y a-t-il des exemples, y a-t-il de l'intérêt en musique à inviter le public à déambuler ou même quasiment à s'impliquer, parce que j'imagine qu'on n'est plus en ce moment à vouloir écouter un spectacle assis avec nos deux oreilles. Comment ça se passe l'utilisation du corps du public lors de la diffusion d'une œuvre? Est-ce qu'il y a des perspectives intéressantes selon toi?
Oui, sûrement, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse spécialement, c'est l'espace. Donc effectivement, là, on est dans un espace, on peut mettre des musiciens un peu partout, c'est vachement intéressant pour ça. Et le côté, ce que j'ai voulu un peu développer dans certains trucs, c'est de permettre de mêler à la fois des musiciens qui ont une maîtrise de l'instrument et des amateurs dans des pratiques, dans leur proposant une interface graphique qui leur permette de participer aussi à la production totale. Et pour ça, donc le fait que ça puisse se faire sur des dispositifs portables aussi permet qu'on puisse se déployer comme ça de manière intéressante dans l'espace. Donc participation, oui, mais participation peut-être pas forcément du public tout venant, quoi, pas le public avec une préparation, je dirais. Avec une préparation. Bah, moi, ça me rappelle un petit peu le fait qu'on n'avait pas d'espace nécessairement pour se montrer et que faire irruption dans l'espace public, c'était aussi revendiquer une existence qui commence par le fait de se définir un territoire et de l'occuper, même si en souplesse, on vagabonde. On a joué du saxophone, place de l'Opéra, en plein milieu des voitures. Il ne reste rien, une photo peut-être. Mais avant même d'avoir poussé les portes des institutions, il y a quelque chose d'aussi irriguant, je crois, d'être à la croisée des regards aussi. Non pas simplement par une volonté de séduction, mais par cet effet, ou en tout cas c'est comment je le ressens, c'est que quand je suis à l'extérieur, je suis à l'intérieur de moi. Et c'est comme si j'étais dans un moment présent qui me permet de m'exécuter sans nécessairement devoir y réfléchir. Une sorte d'état d'urgence. Et urgence. Tu as parlé tantôt des notions. Comment tu vis le présent? C'est difficile d'être dans le présent. C'est difficile d'être dans le présent en général parce que le rythme s'accélère autour de nous. Ça nous pousse vers une accélération constante. Tiraillement entre passé et futur aussi en général dans mon cas. Puis c'est sûr que urgence, présent, c'est sûr que moi j'ai une forme d'urgence qui me pousse à travailler certains concepts qui s'intéressent un peu à ce qui nous attend en tant qu'humanité. Donc tu es ouverte aux préoccupations du moment? Ah oui, oui. Ouais. À toi de nous poser une question. Alors, marchons un peu. Dans votre pratique d'artiste médiatique et d'artiste sonore, quelle est la place du vivant? Comme vous travaillez avec des instruments technologiques en général ou des instruments techniques, c'est quoi votre rapport au vivant dans votre pratique? J'ai abordé le vivant il y a vraiment longtemps, à ma maîtrise, où j'ai essayé de trouver des exemples biologiques qui pouvaient être intéressants. Le premier petit truc rigolo qu'on avait fait, c'était un piano à pigeons. On avait tiré des lignes finalement sur le plancher, on jetait du pain et les pigeons venaient picorer selon qu'ils étaient dans une case ou à l'autre, ça générait des notes. Avec Marie-Ève Brisson, on a voulu faire l'âne interactif à l'époque. C'était une bête qui refusait de venir. Donc c'était un petit peu la machine qui était dans le déni. Ensuite, j'ai essayé de travailler sur l'écosystémique, donc de trouver des modèles de collaboration en biologie, l'anémone de mer, le poisson clown, et de m'en servir comme un moteur pour construire finalement un dispositif d'interaction. Depuis peu, j'avoue que j'ai oublié cet aspect. Peut-être à l'avantage de l'environnement, peut-être
En fait, ça me ramène à la question qu'on a commencé à discuter au panel, de savoir, le vivant a une agentivité, a des effets d'agence. Puis parfois, on traite aussi des non-vivants comme ayant des effets d'agentivité. On avait abordé l'esprit de co-création. Fait que souvent, mon vivant que j'utilise, en fait, c'est la préoccupation des contemporains. Beaucoup. Et toi, Rodolphe? C'est vraiment lié peut-être à une pratique que je dirais de personnel. Mon lien au vivant, je crois que c'est être dans la production du son en temps réel, c'est-à-dire par opposition au fait d'écrire de la musique. Et c'est une chose que j'ai été très très attiré par l'écriture, je suis encore, mais je me rends compte avec le temps que j'ai passé beaucoup de temps devant des ordinateurs, etc. Pour moi, il y a une notion intéressante de rapport au vivant. Parce que maintenant j'ai envie de me rattraper, j'ai envie de refaire plus de choses en vrai, vivant. C'est vrai que ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est aussi une espèce d'attention pour faire la question que tu présentes juste avant, une espèce d'attention au présent dans le geste d'improvisation puis dans l'acte musical, mais attention à aussi toutes la personne, le contexte et tous les vivants qui peuplent ce moment-là. Est-ce que ça résonne? L'immédiateté aussi. Le concept d'une écriture qui n'est pas figée, mais mais dans laquelle on est toujours dans l'instant, même si on ne sait pas ce qui va arriver après. Alors je vous propose un jeu. Je vous propose le jeu des jouer avec l'amour. Jouer avec l'amour. Oui, jouer avec l'amour. Moi, ce que je vois dans le paysage, ce sont des cadenas qui brillent. Ouais. Alors, y a-t-il moyen qu'on trouve une grille et qu'on essaye d'en voir ce qu'on peut en faire? Hein? Ok. Il y a un petit podium là, il est peut-être trop avant, mais... Je serais curieux de savoir ce qu'il reste une fois que je t'ai bien attaché. Tu étais bien fixé à moi. Ça résonne pas. Ça résonne pas. Je caresse ta peau métallique. Il ne reste que des syllabes. Des syllabes. Mig, Mef, H, O, honneur Maxime, DF, port simple. Yelena Bout. La prose. La prose. Tu ne m'avais pas averti avant de m'attacher à la barrière. Tu ne m'avais pas averti vraiment de m'empêcher la liberté. Sous prétexte de cette émotion, tu m'as confirmé que je n'étais qu'un bout de métal pour toi. Et puis après, tu m'as aimé et la clé tu as jetée. Au rire, au mal. Tu devais me transporter, me voilà attaché, impossible de marcher. Impossible. Yeah. Merci d'avoir vu.
En équilibre devant Paris. Oui, c'est ça. Je crois qu'on a bien travaillé.